Personne n'a besoin d'elle, a dit mon mari à propos de sa fille de 8 ans. Renvoyez-la, c'est tout, a lancé sèchement ma famille. C'est un fardeau. Je ne l'ai pas renvoyée. J'ai agi. 10 ans plus tard, leurs visages ont blêmi quand ils l'ont vu monter au micro et me remercier en premier. Pas son père. Pas les grands-parents qui se sont soudainement souvenus comment sourire pour les photos. Moi. Et le plus drôle, c'est que je n'ai rien fait d'héroïque ce soir-là. Je n'ai pas bondi sur scène ni prononcé un discours qui a fait pleurer la salle. Je suis simplement restée assise dans une robe bleu marine que j'avais achetée en solde et j'ai essayé de ne pas faire couler mon mascara. Parce qu'il y a 10 ans, quand cette même petite fille s'est présentée à ma porte avec une valise et un visage plein de défiance, j'ai pris une décision qui n'avait rien d'impressionnant sur le moment. Cela ressemblait à de la paperasse. Cela ressemblait à des batailles nocturnes pour les devoirs. Cela ressemblait à tenir une enfant pendant une crise de panique dans la salle d'attente d'un cardiologue pédiatrique pendant que des inconnus me dévisageaient comme si j'avais personnellement inventé le traumatisme infantile. Cela ressemblait à rester. Après la cérémonie, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain, enlevant mon maquillage avec un coton comme si j'effaçais la journée. Les lumières au-dessus du lavabo étaient crues. Elles le sont toujours dans les hôtels, c'est comme si elles étaient conçues pour vous aider à vous confronter à vos choix. Mes joues étaient rouges. Mes yeux étaient fatigués. Mais pour la première fois depuis longtemps, mes épaules me semblaient légères. De l'autre côté de la porte de la salle de bain, je pouvais entendre le chaos étouffé d'un lieu animé, même à un étage calme. Quelqu'un qui riait dans le couloir, une porte qui se fermait, le tintement lointain d'un ascenseur. Charlie. Charlotte. Charlie était dans la pièce principale, envoyant des messages à son mentor d'atelier, se demandant probablement si cette phrase sur scène venait de déclencher une guerre qu'elle ne voulait pas commencer. Charlie avait 8 ans quand Marc l'a déposée dans mon couloir. Ce soir, elle en avait 18, 10 ans plus tard exactement, sur scène. Elle avait été calme, posée, le genre de jeune femme dont on suppose qu'elle a eu 2 parents stables, un labrador et une enfance remplie de récitals de piano. C'est une performance convaincante. Mais je connais la vérité. Je sais que quand elle avait 8 ans, elle dormait avec sa valise à moitié faite sous le lit. Non pas parce qu'elle était organisée, parce qu'elle ne croyait pas avoir le droit de rester quelque part. Ce soir, elle a accepté un prix Goncourt des lycéens. Rien de clinquant comme à Cannes, mais quelque chose de vrai. Le genre de prix qui transforme un enfant talentueux en un rendez-vous pour un contrat d'édition qui change la façon dont les gens traitent votre nom. L'auditorium était plein. Le présentateur a raconté des blagues. Le photographe a aboyé, encore une. Tenez la pause. Et quand Charlie s'est approché, j'ai vu ma famille assise ensemble au 2e rang, comme s'ils avaient droit aux premières loges de l'histoire de sa vie. Ma mère était là, arborant cette expression qu'elle réserve pour juger les jardins et les mariages, j'approuve, mais seulement parce que je suis généreuse. Ma belle-mère serrait son sac à main comme si c'était un bouclier, et Marc, mon ex-mari, était assis entre elles, impeccable et à l'aise, comme un homme qui pensait que l'âge lui avait conféré l'innocence. Ils se sont penchés en avant quand le nom de Charlie a été annoncé, comme si elle avait gagné des prix pour eux depuis tout ce temps. Puis Charlie a commencé son discours. Elle a remercié son éditeur, ses mentors, le directeur de l'atelier qui l'avait poussé, la bibliothécaire qui lui avait glissé des livres supplémentaires et ne l'avait jamais fait se sentir étrange de vouloir plus. Et puis elle a fait une pause. Pas la pause dramatique destinée à faire de l'effet. Une vraie pause, du genre qui vous fait retenir votre souffle sans vous en rendre compte. Ma maman, Claire, m'a sauvé la vie, a-t-elle dit. Et dans cette demi-seconde de silence avant que les applaudissements n'explosent, j'ai regardé 3 visages faire exactement la même chose en parfaite synchronisation. D'abord vide, puis blême, puis crispé. Parce que Charlie n'a pas dit « belle-mère ». Elle n'a pas dit « la femme de Marc ». Elle n'a pas dit « la femme qui se trouvait être là ». Elle a dit « ma maman ». Et les personnes qui l'avaient qualifiée de fardeau ont dû rester assises là, en public, pendant que des inconnus applaudissaient la femme qu'ils avaient autrefois tenté de couvrir de honte pour qu'elle l'abandonne. Je ne les ai pas regardés après. Je n'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas toujours été la femme capable de surmonter le chaos. J'étais normale, ou du moins à peu près normale. J'ai rencontré Marc dans la vingtaine. J'enseignais à l'école primaire et je prétendais ne pas être terrifié par l'âge adulte, le genre de terreur que l'on cache derrière des plans de cours et des listes de courses. Marc avait ce charme discret.
Il vous donnait l'impression que vos mots comptaient, ce qui est une compétence dangereuse chez un homme, si vous voulez mon avis. Il m'a dit très tôt qu'il avait été marié auparavant. 19 ans. Un mariage précipité après une grossesse. 2 enfants essayant d'être des adultes et échouant en temps réel. Il y avait une enfant, a-t-il dit, haussant les épaules comme si c'était un détail mineur de l'intrigue. Une fille. Son ex, Juliette, avait rendu le divorce misérable. Selon lui, elle l'avait bloqué, avait déménagé, l'avait empêché de voir l'enfant. Il parlait comme s'il avait été victime d'un système, et non comme s'il avait été absent par choix. Il payait une pension alimentaire ordonnée par le tribunal, prélevée automatiquement sur son salaire. Il disait cette partie comme si cela prouvait qu'il était un homme bien. Et je l'ai cru parce que je voulais le croire, parce que Marc semblait être la stabilité. Nous nous sommes mariés, avons acheté une maison modeste, hypothèque, jardin, toute la panoplie du parfait petit couple français qui démarre dans la vie. Nous travaillions tous les deux au début, moi comme enseignante, lui faisant de longues gardes comme ingénieur à la centrale électrique locale, jusqu'à ce que je tombe enceinte et que mon rêve arrive pile au bon moment. Pierre est arrivé le premier, puis Léo peu de temps après, comme s'il détestait l'idée d'être laissé de côté. Les garçons étaient vifs et curieux, et du genre que les inconnus qualifient de « facile », comme si c'était de la chance. Pierre a appris à lire tôt. Léo parlait comme un petit professeur. J'ai arrêté d'enseigner et je suis resté à la maison. Marc travaillait plus. C'était l'échange habituel. Je me disais que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que les enfants soient plus grands. Et pendant un temps, je n'ai pas du tout pensé à l'enfant du premier mariage de Marc. Lui non plus. Et cela aurait dû tout me dire. Un après-midi, Marc est rentré tôt. Trop tôt. Et j'ai fait l'erreur de me sentir soulagé. J'ai pensé qu'il allait peut-être emmener les garçons dehors. Que j'aurais peut-être 10 minutes de calme. Que je boirais peut-être un café encore chaud, comme une femme qui maîtrisait sa vie. J'ai ouvert la porte et j'ai vu une valise. Marc est entré en tenant la main d'une petite fille mince aux épaules tendues et aux yeux comme du verre brisé. Elle avait environ 8 ans, petite pour son âge. Vive d'une manière qui ne ressemblait pas à de la confiance. Cela ressemblait à de la défense. « Voici Charlie », a dit Marc. Puis, comme s'il présentait un nouveau mixeur, il a ajouté « ma fille ». Mon cerveau s'est complètement bloqué, comme un ordinateur essayant d'ouvrir un fichier pour lequel il n'a pas été conçu. Marc a continué à parler parce que le silence rend certains hommes nerveux. Elle vient de m'appeler au déjeuner, a-t-il dit. M'a dit de la retrouver près de la grille. A dit qu'elle en avait fini. A dit, j'ai fait 8 ans, maintenant c'est ton tour. C'est juste. Il a fait une grimace comme s'il avait été dérangé par une mauvaise politique de retour. Elle est à Barcelone maintenant, a-t-il ajouté. Elle court après un type. Les doigts de Charlie se sont resserrés sur la poignée de la valise. Marc ne l'a pas remarqué, ou il l'a remarqué et s'en fichait. Ma mère est à Nice, a-t-il continué, pour aider ma sœur. Elle a eu des jumeaux, donc Charlie est ici pour l'instant. Pour l'instant est ce que les gens disent quand ils n'ont pas de plan mais veulent que vous fassiez semblant qu'ils en ont un. Charlie a arraché sa main de celle de Marc et s'est tenue dans mon couloir comme si elle était prête à s'enfuir. Je me suis légèrement accroupi, la voix d'enseignante s'activant automatiquement. Bonjour, Charlie. Je suis Claire. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de donner un rein. Marc a gloussé et a dit, sa mère est une folle. Elle a juste quitté le nid. Les yeux de Charlie ont lancé un éclair. De la douleur, pas de la colère. Le genre de douleur qui se transforme en rage quand elle n'a nulle part où aller. J'ai pris Marc à part plus tard et j'ai dit doucement, n'insulte pas sa mère devant elle. Marc a haussé les épaules. Elle l'a abandonné. C'est vrai. C'est quand même sa mère, ai-je dit. Marc m'a regardé comme si je faisais du drame. C'était mon premier indice que j'allais être seul dans cette affaire. Nous avons ajouté un 3e lit dans la chambre des garçons, acheté un petit bureau, une étagère bon marché. J'ai fait ce que je faisais toujours quand la vie frappait fort, j'organisais. J'ai inscrit Charlie dans notre école primaire publique locale. Marc a signé les papiers parce qu'en France, l'amour ne vous donne pas accès aux dossiers médicaux d'un enfant. L'autorité légale, si. Au début, Charlie était silencieuse. Elle nous observait, nous jaugeait comme un chat qui décide si vous êtes en sécurité. Puis elle s'est sentie à l'aise.
Et le confort ressemblait à la guerre. Elle répondait à chaque demande comme si c'était une insulte. Lave-toi les mains. Pourquoi? Parce que tu étais dehors. Et alors? Elle agressait Pierre et Léo comme s'ils étaient des insectes. Ils essayaient de la conquérir parce que les petits garçons croient que l'amour est quelque chose que l'on peut donner aux gens comme un jouet. Pierre lui a offert son camion préféré. Léo lui a apporté des gâteaux. Charlie a réagi en prenant le camion et en le perdant, puis en traitant Léo de dégoûtant quand il a pleuré. La première fois que je l'ai vu pousser Pierre assez fort pour le faire trébucher, je suis intervenu rapidement. Charlie, non. Elle m'a dévisagé, les yeux plissés. Il est agaçant. Il a 4 ans. Et alors? Il n'y avait aucune douceur, aucune culpabilité, juste de la défiance. Puis les choses ont commencé à se casser. Une tasse par-ci, une assiette par-là, un jouet fendu en deux. Un téléphone tombé accidentellement. Au début, j'ai pensé qu'elle était maladroite. Puis je l'ai surprise. Elle a soulevé un vase de l'étagère, l'a regardé et l'a laissé tomber. Pas une glissade, pas une erreur, un choix. Le vase s'est brisé sur le parquet. Charlie a halté théâtralement et a dit « Oups ». Comme si elle auditionnait pour l'innocence. Je suis resté là avec un essuie-tout à la main, regardant le verre sur mon sol. Et j'ai compris. Ce n'était pas de la maladresse. C'était un test. Les enfants qui s'attendent à être rejetés provoquent les premiers. Il est plus sûr d'être rejeté selon ses propres termes que d'être abandonné sans avertissement. Alors elle provoquait, et la maison tremblait. Les mots dans le carnet de correspondance ont commencé en quelques semaines. Refus de terminer le travail. Comportement perturbateur. Contestataire. Puis les notes sont arrivées, et j'ai senti mon estomac se nouer. Charlie n'était pas seulement en retard. Il lui manquait les bases. La lecture était une lutte. Écrire un paragraphe ressemblait à une torture. Les mathématiques étaient un champ de mine. Elle comptait sur ses doigts avec une concentration si tendue que j'avais envie de crier sur les adultes qui l'avaient laissée arriver si loin sans aide. Je m'asseyais avec elle chaque soir à la table de la cuisine. J'essayais d'enseigner comme j'enseignais à mes élèves, calme, stable, patiente. Charlie se battait contre moi comme si apprendre était une humiliation. Chaque correction se transformait en bataille. Chaque fiche d'exercice devenait une impasse. Au bout d'une heure, j'étais épuisé. Charlie souriait d'un air suffisant comme si elle avait gagné, et le travail n'était toujours pas fait. Puis les problèmes de santé sont apparus. Elle avait besoin de lunettes, rien de dramatique, mais assez pour qu'elle plisse les yeux depuis qui sait combien de temps. Elle avait un tic nerveux qui apparaissait quand elle était stressée, un clignement des yeux, un tic d'épaule. Subtil, mais constant une fois qu'on le remarquait. Et lors d'une visite pédiatrique de routine, le médecin a fait une pause avec le stéthoscope et a dit « J'aimerais une consultation en cardiologie ». Rien de paniqué, rien de dramatique. Juste sérieux. J'ai donc ajouté des spécialistes à mon calendrier, pédiatre, ophtalmologiste, cardiologue pédiatrique. Plus de salles d'attente, plus de formulaires, plus d'appels à la sécurité sociale, plus de gens qui me regardaient comme si j'étais la raison pour laquelle cet enfant semblait porter le poids du monde. En France, les gens adorent la phrase « il faut tout un village ». Ils ne précisent pas que le village vient surtout pour regarder. Marc n'était pas d'une grande aide. Il travaillait tard, les week-ends, en double poste. Quand il était à la maison, il voulait du calme. Il voulait la paix. Il voulait le genre de vie de famille qui n'existe que dans les publicités. Charlie écoutait Marc plus qu'elle ne m'écoutait. Un seul regard de sa part pouvait la faire taire. Mais Marc utilisait rarement ce regard parce que cela aurait demandé un effort. La plupart du temps, il me la refilait comme un sac qu'il ne voulait pas porter. « Tu es à la maison », disait-il. « Tu t'en occupes. » Quand j'essayais de parler, vraiment parler, de la gravité de la situation, Marc mettait fin à la discussion. « De quoi tu te plains ?» a-t-il lancé sèchement. « Tu ne travailles pas. Nous ne sommes pas à court d'argent. Tu es enseignante. Si quelqu'un doit savoir comment gérer les enfants, c'est bien toi. » Puis les critiques ont commencé. La maison n'était pas assez propre. Les enfants étaient trop bruyants. Le dîner n'était pas prêt à la bonne heure. Et finalement, parce que ça devient toujours personnel, il a critiqué mon corps. « Tu as pris du poids » a-t-il dit un soir,
comme s'il lisait une étiquette. Je me suis regardé dans le miroir plus tard, me tournant de côté, plissant les yeux en réfléchissant. J'ai pris des responsabilités. J'ai pris du stress. J'ai pris un enfant entier. Mais bien sûr, parlons de mes gènes. Pendant ce temps, ma mère a commencé à laisser entendre que nous devrions renvoyer Charlie. Ma belle-mère l'a suggéré avec moins de douceur. Mettez-la dans un avion pour Juliette, a-t-elle lancé. Ou envoyez-la à Nice. Je suis là en ce moment. Où il y a des foyers. Des foyers? Ce mot poli que les adultes utilisent quand ils veulent dire « nous voulons la perdre de vue ». Charlie écoutait toujours. Elle a commencé à dormir avec sa valise à moitié faite sous le lit, et cela a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir se briser. Marc est rentré tôt un autre jour, et j'ai fait l'erreur de me sentir soulagé. J'ai pensé qu'il allait emmener les garçons dehors. J'ai pensé que j'aurais 10 minutes de silence. Au lieu de cela, il s'est tenu dans la cuisine comme s'il annonçait la météo et a dit « je m'en vais ». Pas de préparation, pas d'excuses, pas de tristesse, juste une réplique de sortie. Puis il m'a parlé d'Amélie. Il la voyait depuis longtemps. Assez longtemps pour lui acheter un appartement. Assez longtemps pour impliquer sa grand-mère, une femme douce, confiante qui a aidé avec de l'argent parce qu'elle pensait que Marc assurait quelque chose pour la famille. Marc a mis l'appartement au nom d'Amélie pour qu'il ne soit pas compté dans le divorce. Il m'a dit cela comme s'il s'attendait à être applaudi pour son intelligence. Il m'a jeté un prix de consolation. Je ne vais pas me battre pour la maison, a-t-il dit. Tu peux la garder pour les garçons. Puis il a soupiré comme si la conversation l'épuisait. Le seul problème, c'est Charlie. Voilà. L'enfant réduit à un problème. Marc s'est frotté le front. Juliette n'en veut pas, a-t-il dit. Ma mère ne peut pas la prendre en ce moment. Amélie est jeune, aucune expérience avec les enfants. Et Charlie. Elle est difficile. Il m'a regardé comme si la solution devait être évidente. Personne n'a besoin d'elle, a-t-il dit, la voix plate. Alors, renvoie-la simplement à Juliette ou ailleurs. Pourquoi faisons-nous tous semblant que c'est normal? Mon estomac s'est noué. Et puis je l'ai vu. Charlie se tenait dans le couloir, figé, les yeux écarquillés. Elle avait tout entendu. Elle n'a pas claqué de porte. Elle n'a pas crié. Elle a marché vers moi comme si elle ne faisait pas confiance à ses jambes. Et puis elle a attrapé ma taille et a sangloté contre ma chemise comme si j'étais la dernière chose solide au monde. Claire, suffoqua-t-elle. S'il te plaît, ne me renvoie pas. S'il te plaît, je serai sage. Je ferai n'importe quoi. Je veux rester. Tout son corps tremblait. Marc et moi nous sommes regardés par-dessus sa tête. Tous les deux stupéfaits, parce que ce n'était pas l'enfant difficile dont tout le monde se plaignait. C'était une enfant terrifiée qui comprenait qu'elle était traitée comme un objet indésirable. J'ai passé ma main dans ses cheveux, j'ai senti les os de ses épaules sous ma paume, et quelque chose de dur s'est mis en place en moi. Il ne s'agissait pas de savoir si elle était difficile. Il s'agissait de savoir si je pouvais vivre avec moi-même si je l'abandonnais, moi aussi. J'ai regardé Marc. Elle reste, ai-je dit. Ma mère l'a entendu et a lancé furieusement au téléphone, renvoyez-la, c'est tout. C'est un fardeau. Ma belle-mère l'a dit aussi, à sa manière. Tu gâches ta vie, m'a-t-elle prévenu. Tu as tes propres enfants. J'aurais pu céder. J'avais toutes les excuses du monde. Mère célibataire, 2 jeunes garçons, une hypothèque, un divorce, une enfant avec des problèmes de santé et un passé de négligence. J'aurais pu regarder Charlie et dire « Je suis désolé ». Au lieu de cela, je l'ai serré plus fort et j'ai dit calmement à Marc « Un enfant n'est pas un ballon de football. On ne se le renvoie pas quand il est incommode. » Marc n'a pas discuté. Il est juste parti. Les gens aiment les actions dramatiques. Le genre avec des cris, des portes qui claquent et une vengeance qui tient dans un clip de 2 minutes. Ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai choisi la manière la moins glamour. J'ai rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai demandé le divorce. Et parce que j'ai appris vite que l'amour sans autorité légale n'est que du stress, j'ai insisté pour obtenir ce dont Charlie avait réellement besoin, la stabilité. Marc a signé ce qu'il devait signer, l'ordonnance de garde temporaire et la délégation d'autorité parentale parce que sinon, je ne pouvais même pas programmer des suivis en cardiologie sans être traité comme une étrangère.
Nous avons obtenu l'ordonnance de garde par écrit. Charlie a vécu avec moi à temps plein sous cette ordonnance. Les garçons aussi. Marc avait un droit de visite sur le papier. Dans la vraie vie, il prenait Pierre et Léo de temps en temps pour quelques heures, principalement pour les apparences. Charlie. Il la gardait à distance comme si elle était un rappel de son propre échec. La pension alimentaire arrivait via le système comme c'est le cas lorsque le tribunal s'en mêle, automatique, régulière, sans remise d'enveloppe dramatique. Juliette appelait 2 fois par an. Anniversaire. Noël. Parfois, un cadeau arrivait. Générique, comme si elle faisait des achats pour l'enfant d'un collègue. Charlie a cessé d'attendre plus, ce qui est une forme de chagrin d'amour très silencieuse. Et petit à petit, le chaos a cessé d'être quotidien. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que nous sommes devenus plus stables. Après le jour où elle m'a supplié de ne pas la renvoyer, Charlie a changé. Pas du jour au lendemain, pas comme par magie, mais le mur entre nous s'est fissuré. Elle a arrêté de casser des choses. Elle a arrêté de frapper les garçons. Elle a commencé à rôder près de moi dans la cuisine, observant comment je cuisinais, comment je nettoyais, comment je gérais le stress, comme si elle étudiait les règles pour pouvoir rester. Puis elle a commencé à faire de petites choses sans qu'on le lui demande, essuyer la table, plier les serviettes, faire bouillir des pâtes parce qu'elle m'avait entendu soupirer trop fort et ne savait pas quoi faire d'autre. Elle emmenait Pierre et Léo dehors et les faisait courir dans le jardin jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, me donnant 10 minutes de silence comme si c'était un cadeau. Pierre et Léo, des petits garçons au grand cœur, lui ont pardonné plus vite que n'importe quel adulte ne l'aurait jamais fait. Ils ont commencé à l'appeler comme si elle ne leur avait jamais fait peur. Charlie faisait semblant de s'en moquer, mais j'ai vu la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand Léo s'endormait sur son épaule. J'ai repris le travail à temps partiel, donnant des cours particuliers le soir, reconstruisant ce que le départ de Marc avait fracturé. Charlie est devenu mon bras droit. Elle gardait les garçons pendant que je travaillais. Elle a appris à préparer les déjeuners. Elle aidait aux devoirs. Et un jour, sans que je le lui demande, elle a commencé à m'aider à les aider. S'asseyant avec Pierre pendant qu'il luttait avec les mathématiques, interrogeant Léo sur les mots d'orthographe. Ce n'était pas parfait. Nous avions encore de mauvais jours. Elle avait encore parfois de la panique dans son corps, comme si elle l'avait dans les os. Mais nous construisions quelque chose, un foyer qui ne s'évaporait pas quand les adultes se lassaient. Un après-midi, j'ai eu un rare moment pour moi. La maison était calme. Les garçons étaient sortis. Le linge était miraculeusement sous contrôle. Je me suis assise dans un fauteuil avec un livre de poche usé que j'avais gardé depuis l'université. Charlie est entrée, de la sueur sur le front après avoir couru dehors avec les garçons. Elle a pris une collation, puis s'est laissée tomber sur le canapé et a regardé le livre dans mes mains. « Qu'est-ce que tu lis » a-t-elle demandé. « C'est l'histoire d'un homme qui fait un choix terrible, ai-je dit, et qui passe le reste de l'histoire à en payer le prix. » Elle m'a regardé comme si cela semblait délicieux. « Lis-le. »« C'est lourd, ai-je prévenu. »« Ça ne me dérange pas, alors, j'ai lu un chapitre. » Charlie a écouté comme si elle était affamée. Quand j'ai eu fini, elle a expiré lentement et a dit « C'était dingue. » Puis plus doucement, « Je peux essayer. » À partir de ce moment, les livres sont devenus son oxygène. Elle a tout dévoré. Classique, roman moderne, poésie qu'elle prétendait détester puis me citait plus tard. Elle débattait avec moi des personnages comme les adultes débattent de politique. Elle riait de l'humour noir comme si elle était née avec. Et pour la première fois, j'ai vu qui elle aurait pu être si elle avait été élevée avec soin depuis le début. Une enfant brillante, une enfant sensible, une enfant qui ressentait tout trop fort et avait besoin de mots pour le contenir. Un jour, elle m'a tendu un gros cahier comme si c'était de la contrebande. « Ne ris pas » a-t-elle dit, hésitant dans l'embrasure de la porte. Je l'ai ouvert. Des histoires inégales, maladroites par endroits, absolument écrites par quelqu'un qui apprenait encore à contrôler ses propres pensées. Mais sous le désordre, il y avait quelque chose de vrai. Une voix. J'ai levé les yeux. Charlie, c'est bien. Ses épaules se sont affaissées comme si elle les avait tenues hautes pendant des années. J'ai apporté le cahier à son professeur de français, espérant un club d'écriture, un mentor, n'importe quoi. Le professeur a feuilleté quelques pages, a souri poliment et a dit « C'est mignon. » Les enfants écrivent des choses comme ça tout le temps. Ils perdent généralement leur intérêt une fois qu'ils réalisent que l'écriture demande du travail.
Je suis sorti de cette école avec un sourire si crispé qu'il aurait pu maintenir ensemble une assiette fissurée. Dans la voiture, je suis resté assise 1 minute, les mains sur le volant, et j'ai pensé, très bien. Si le système hausse les épaules, je construirai autre chose. À la maison, j'ai dit à Charlie, ton professeur a adoré. Elle a dit que le club d'écriture de l'école n'est pas à ton niveau. Oui, j'ai menti. Mais c'était le genre de mensonge qui protège le courage d'un enfant au lieu de l'écraser. Puis j'ai appelé un programme local d'écriture pour jeunes géré par une bibliothèque et un centre artistique communautaire. Des ateliers, des mentors, de petits groupes d'enfants qui portaient des cahiers comme des bouées de sauvetage. Je suis entré avec les histoires de Charlie. Ils les ont lues. Et contrairement au professeur, ils ne lui ont pas tapoté la tête. Ils l'ont prise au sérieux. Ils l'ont invité à se joindre à eux. Charlie s'est illuminé d'une manière que je ne peux toujours pas décrire complètement. Comme si quelqu'un avait enfin dit, tu n'es pas trop. Tu es simplement quelqu'un. En 1 an, elle a eu des textes publiés dans de petites publications locales, puis des anthologies, puis des concours. Au lycée, elle gagnait des prix à l'échelle de la région. À l'université Lettres Modernes, son premier vrai contrat de livre a eu lieu. Elle a travaillé à temps partiel pendant tout ce temps parce qu'elle détestait demander quoi que ce soit. Quand elle me donnait de l'argent, en disant « pour la maison », je le prenais, la remerciais, et le mettais discrètement sur un compte d'épargne que j'avais ouvert pour elle. Parce que si quelqu'un méritait un filet de sécurité, c'était bien l'enfant qui avait grandi sans en avoir un. Cette soirée de remise de prix marquait le 10e anniversaire. Ce qui a suivi s'est déroulé plus tard, sur des années, lentement au début, puis tout d'un coup. Juliette est revenue quand Charlie a commencé à attirer l'attention. Barcelone ne lui avait pas donné la vie qu'elle voulait. La relation n'a pas duré. Le rêve est devenu cher. Et soudain, Juliette s'est souvenue qu'elle avait une fille. Elle est arrivée les bras ouverts et avec une émotion dramatique comme si elle pouvait effacer 10 ans d'un câlin. Charlie était poli, jamais cruel, jamais impoli, mais elle gardait ses distances comme par instinct. Marc a essayé aussi, à sa manière. Des textos maladroits, des compliments rigides, des invitations occasionnelles qui sonnaient plus comme des obligations. Charlie ne lui a pas crié dessus. Elle ne l'a pas puni avec du drame. Elle n'a simplement pas tendu la main vers lui. Et je comprenais cela, parce que quand on grandit en suppliant de ne pas être renvoyé, on ne gaspille pas son énergie à supplier les adultes d'être différents. On construit ses propres fondations. Les fondations de Charlie, c'était moi, Pierre et Léo. Pierre est devenu un enfant concentré et ambitieux qui est finalement devenu architecte. Le genre d'homme qui montre son amour par la fiabilité. Il m'appelait tous les dimanches comme une horloge. Léo est devenu un enfant brillant et intense qui est devenu chirurgien. Il travaillait des heures folles et se présentait quand même au dîner de famille parce qu'il comprenait ce que signifiait être présent. Et Charlie. Charlie est devenue une écrivaine dont le travail a voyagé bien plus loin que notre petite ville ne l'avait jamais fait. Ses livres ont été traduits. Son nom a commencé à apparaître dans des endroits que je n'aurais jamais imaginés. Et la première grande chose qu'elle a achetée n'était pas une voiture tape à accent Graveleuil. C'était un petit chalet au bord d'un lac. Parce qu'il y a des années, à l'époque où les enfants étaient petits et où j'étais épuisé, j'avais un jour soupiré et dit, un jour, je veux juste vivre au bord de l'eau. Charlie s'en souvenait. Elle a aussi acheté la maison voisine pour sa propre famille. 2 maisons confortables derrière une clôture commune, un jardin, une petite piscine pour les petits-enfants. Un après-midi, elle a dit doucement, je veux que mes enfants aient une grand-mère comme toi. J'ai regardé mes mains parce que la regarder me serrait la gorge. Tu vois ce que les enfants pourraient être, a-t-elle dit. Et tu ne les jettes pas quand ils sont difficiles. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que dire à cela? Merci de ne pas avoir été jeté, n'est pas une phrase que quiconque devrait avoir à penser. Mais Charlie le pensait, et moi aussi. C'est pourquoi ce soir, devant le miroir de l'hôtel en enlevant mon maquillage après une autre cérémonie de remise de prix, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Parce que je me souviens de la version de cette histoire qui a failli se produire. La version où j'ai écouté. La version où je l'ai renvoyée. La version où une fillette de 8 ans a appris de manière permanente que les adultes ne vous gardent que lorsque vous êtes facile. Au lieu de cela, j'ai agi. Pas une action bruyante, pas une action dramatique. De la paperasse, des visites chez le médecin, des réunions parents-professeurs, des conversations tard le soir,
un foyer stable et une routine bien ancrée. Le genre d'amour ennuyeux et implacable qui change une vie. Maintenant, les mêmes personnes qui suggéraient autrefois de l'expédier aiment dire qu'elles savaient qu'elle avait du potentiel. Les souvenirs des gens deviennent flexibles quand le succès est en jeu. Le mien ne l'est pas. Le mien se souvient encore d'une fille mince dans mon couloir avec une valise et des yeux comme du verre brisé, et de la façon dont elle s'est accrochée à moi quand son père a dit que personne n'avait besoin d'elle. Je suis toujours reconnaissante de n'avoir laissé personne me convaincre qu'elle était un fardeau. Parce qu'elle ne l'était pas. Elle était une enfant, et elle méritait un foyer. Merci d'être là. Si vous avez apprécié, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne. Laissez un commentaire avec vos pensées car je les lis tous. Merci encore, et je vous dis à bientôt pour une autre.